One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial sur Al24 News. La Coupe du Monde 2026 entre dans sa phase la plus attendue. Ils étaient 48 équipes au départ, ils ne sont plus que 8 en course pour le titre mondial. 8 équipes au profil très différent, des favoris qui confirment leur statut, des outsiders qui bousculent la hiérarchie, des surprises qui continuent de rêver et des nations qui s'appuient sur leurs expériences, des grands rendez-vous. Au programme ce soir, présentation complète des quarts de finale de cette Coupe du Monde avec nos consultants ici présents. Bonsoir Jamel. Bonsoir Khadija. Et puis bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Bonsoir Mustafa Maza. Bonsoir Khadija. Et bonsoir Karim Motmor, présent avec nous en visioconférence. Bonsoir, j'aurais aimé avoir le meilleur pour la fin, Karim. Ah. Allez, on refait. Et nous avons Karim Motmor avec nous. On le laisse pour le meilleur pour la fin, s'il vous plaît. Bonsoir Karim. Bonsoir tout le monde. Et puis Club Mondial, mesdames et messieurs, tout de suite après le jingle. Et donc, place au premier choc, mais avant, on va regarder ensemble ce tableau, le tableau des quarts de finale de ce mondial 2026. Et tout de suite, place au choc, au premier choc de ces quarts de finale, France-Maroc, qui aura lieu le 9 juillet. Et donc, les Bleus pour une troisième demi-finale consécutive. Donc, messieurs, pour ouvrir le débat, la France est-elle l'équipe la plus impressionnante depuis le début de ce tournoi, avec une 3 victoires, un bilan presque sans faute, 3 victoires sur 3 matchs. Première de son groupe, meilleure attaque, Mbappé très très en forme. Est-elle l'équipe la plus impressionnante de ce tournoi? Khaled? Pas que Mbappé. Oui. Ils ont un quatuor offensif. Une armada offensive, exactement. Qui fait peur, sans parler de ceux qui sont sur le banc. Donc oui, un remake de ce qui s'est passé en demi-finale lors de la Coupe du Monde 2022. Match compliqué pour les deux équipes, ça va être un match difficile, mais c'est vrai que la France, avec ses atouts offensifs, part favori, parce qu'on a mis la France dès le départ, dès le départ du tournoi, sur ce qu'ils nous ont montré, sur un Mbappé qui est au rendez-vous. Il a été très décrié cette année avec le Real Madrid, et on sent qu'il a envie de se rattraper avec cette Coupe du Monde, parce qu'il sait que la Coupe du Monde compte énormément dans l'attribution peut-être du Ballon d'Or. Donc on le sent concerné. Un Olysée qu'on ne présente plus. Et puis Barcola, Désiré Doué, Dembélé, sur le banc, Cherki. On en oublie tellement il y en a. Donc oui, ils partent favoris, mais après ça reste un quart de finale. C'est toujours des matchs compliqués à élimination directe, donc bon match. Et puis Karim Motmor, France-Maroc, deux équipes en confiance, deux approches différentes qui partent favoris dans ce choc des quarts de finale.
Moi, je l'avais dit dès le début du tournoi que la France était de toute façon favori. Au vu des individualités, elle est favorite. Je veux dire, ne serait-ce que si on prend les remplaçants de l'équipe de France, elle a un rôle à jouer pour le titre. Donc les remplaçants de l'équipe de France sont capables de gagner. Donc les titulaires, individuellement, ils sont capables d'ouvrir toutes les brèches dans n'importe quelle défense, même si on est bien organisé défensivement. Ils ont ce talent qui n'est pas juste un joueur, ils ont n'importe lequel qui à tout moment, à l'image de Dembélé qui se réveille un moment et qui met un trick. Ils ont Mbappé, n'importe qui est capable, même doué quand il rentre sur le dernier match, il fait les diffs, il fait la différence. Donc non, la France aujourd'hui, son plus gros adversaire, c'est elle-même. C'est tout. Et puis Jamel, le parcours de l'équipe de France nous fait rappeler un certain France-Paraguay, une qualification arrachée difficilement face à cette équipe paraguayenne. Est-ce un simple accident ou on va dire un signal d'alerte pour cette équipe? Moi, je ne parlerai pas d'accident parce que l'équipe de France joue sans se faire de frayeur en fait. Dans les trois premiers matchs, ils ont joué ils ont déroulé comme on dit. Ils ont joué très très simplement et ils ont marqué quand ils ont voulu. Contre le Paraguay, c'était un peu plus compliqué parce que le Paraguay n'était pas venu pour jouer. C'était une équipe très agressive. Et le fait que les joueurs français ne soient pas tombés dans le piège de la provocation et des coups qu'ils ont reçus, ça montre un petit peu la dimension de cette équipe. Je pense que quand ils ont voulu accélérer, ils peuvent accélérer à tout moment, ils peuvent marquer à tout moment. Contre n'importe quelle équipe, moi je pense que le favori numéro 1 sur cette Coupe du Monde reste la France. Que dire sur ce choc, Mustapha, France-Maroc? Oui, ça va être un choc, un remake, comme a dit Khaled. Une équipe très constante, au point de vue résultat. Une attaque qui crache le feu. Une équipe très compacte, qui va devant. À chaque fois qu'elle accélère, elle est dans les buts adverses. Donc, quand tu as les stats de chacun de ces attaquants. Dembélé, 4 buts, Mbappé, 7 buts et 2 passes, Barcola, Olysée, doué, à chaque fois qu'il rentre, il fait la différence. Malgré que Olysée n'a pas marqué de but, mais il est à 5 passes D, donc si on doit parler d'une attaque qui crache le feu, je pense que c'est la France. D'ailleurs, on a dit dès le départ de cette Coupe du Monde que la France sera un des favoris, si ce n'est le favori de cette compétition. Donc je pense que c'est vrai que ça va être un match difficile. Ça ne sera jamais le match du Paraguay, parce que ce n'est pas du tout le même style. Mais le plus important dans tout ça, c'est que la France, c'est une grosse équipe, avec des individualités qui vont vers l'avant et qui travaillent tous pour le même intérêt. L'intérêt, c'est de gagner, c'est d'aller au titre directement. Et puis Khaled. En fait, il n'y a pas que l'attaque, parce que en défense aussi, ils sont très solides. Un gardien de but qui est un des meilleurs gardiens au monde, comment dirais-je, un duo, les actions aussi avec Upamecano. Oh là là, c'est terrible vraiment, c'est du fort. Le milieu du terrain aussi. Lorsque vous avez, oui, bien sûr. Et puis dans un match pareil, quel sera le facteur déterminant, à votre avis? Ça va être l'efficacité, à mon avis, dans les deux surfaces, et notamment la surface offensive. C'est-à-dire que la première occasion, il va falloir la mettre dedans. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, la France est favori, pas uniquement dans ce quart de finale, mais dans tous les matchs, parce qu'en fait, elle peut frapper à n'importe quel moment, et de n'importe où. Elles n'ont pas un joueur phare. Quand vous regardez les autres équipes, notamment l'Argentine ou peut-être la Norvège, ils ont le buteur qui est Haaland pour les Norvégiens. L'Argentine, ils ont Messi. Mais là, ça peut venir de partout concernant l'aspect offensif français. Donc moi, je pense que ça va être l'efficacité à la première occasion. Celui qui marque en premier va prendre un ascendant, je pense. Et puis Khaled, Karim, la France va devoir compter sur quelques individualités, notamment un Kylian Mbappé très en forme lors de ce tournoi. Je ne sais pas s'ils doivent compter dessus. En tout cas, c'est les individualités qui brillent parce qu'elles sont tellement extraordinaires que elles font parler d'eux. Mais ça reste quand même une équipe très, très solide, très bien organisée et qui concède aussi pas énormément d'occasions. Donc, et après, ils ont la cerise sur le gâteau, c'est qu'à un moment donné, il y a un joueur qui
qui excelle et qui fait la différence. Mais la différence, elle est faite aussi sur des décalages collectifs. Donc nous, c'est juste parce que voilà, quand Mbappé prend la lumière ou un Dembélé, quand il marque, il prend aussi une telle lumière, qu'on oublie, on aurait tendance à croire que c'est un exploit individuel, mais ça ne l'est pas. Et puis on a l'impression, messieurs, que cette équipe de France possède aujourd'hui l'effectif le plus complet de ce tournoi, n'est-ce pas, Amos? Oui, exact. D'ailleurs, dès le début de cette compétition, on a pris, je vais pas dire on a pris parti, mais on s'est dit que cette équipe, elle est exceptionnelle. À tous les Iralois, niveaux. même jusqu'en finale, peut-être. Oui, à tous les niveaux, défensivement, offensivement, même sur le plan individuel. Et la profondeur du banc aussi. Exactement, un banc de touche très, très riche. Donc c'est toute la différence, surtout dans les changements du coach Deschamps. Donc c'est pas un hasard, parce que si on prend cette équipe déjà champion du monde depuis 2018, il y a une autre génération que Deschamps a construit. Donc c'est une continuité de... Il y a un vivier, Moustapha, il y a un vivier extraordinaire. Voilà, un vivier extraordinaire. Ce que j'allais dire, c'est pas forcément Deschamps là. C'est pas importe le sélectionneur, je ne crois pas que ce soit trop lié au sélectionneur. Déjà au niveau de la DTN, au niveau des clubs. Voilà, c'est plus une politique générale de formation où la France est devenue le vivier numéro 1 mondial. Donc j'ai envie de dire, ce qui est bien avec ce genre de tournoi, c'est que ça permet à tout le monde un peu de comparer les niveaux entre toutes les sélections. Pourquoi on ne voit pas ça en Allemagne, à Karim? Mais parce qu'en Allemagne, ils ont des problématiques. Il y a Philippe Lam qui a fait une sortie après l'élimination de l'Allemagne, où il a fait un constat justement sur cette politique générale au niveau de la fédération. Et il disait que justement la politique de jeu et la vision du football allemand, il fallait la remettre en question parce que, au vu de cette Coupe du Monde-là, c'est lui-même qui a dit que l'équipe nationale n'a pas été au niveau, l'équipe allemande n'a pas été au niveau, et que même en sortant de ces poules, quand elle regarde la poule dans laquelle elle était, au premier tour des 16e de finale, il y avait toutes les autres équipes de leur poule qui avaient été éliminées. Donc sortir des poules n'était même pas un exploit. C'est le constat qui a été fait vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc voilà, il disait qu'il fallait restructurer toute cette fédération et se poser les bonnes questions parce que là, les autres équipes, les autres nations, elles avancent et l'Allemagne n'a peut-être pas pris les bonnes décisions par le passé sur la vision et la philosophie de jeu parce qu'il n'arrivait pas à identifier une philosophie claire. Il parle de l'Allemagne, on parle de l'Allemagne là. Et que justement, c'est pour ça qu'il y a un profil en ce moment qui est très à la page, parce que moi qui me situe là maintenant en Allemagne, je suis là, tout le monde qui parle de ça. On parle de Jürgen Klopp, et le profil de Jürgen Klopp, c'est pas uniquement parce qu'à Dortmund ou à Liverpool, il a eu des bons résultats, mais en fait, ils veulent le privilégier un petit peu parce qu'il dit il est en capacité de pouvoir structurer, parce que c'est ce qu'il a fait avec Red Bull, par exemple, avec le Paris FC. Et donc, ils ont cette vision-là, et ils se remettent en question énormément pour dire, voilà, il faut vite... qu'on arrive à installer une nouvelle politique de jeu qui puisse être performante et concurrent à l'international dans les grands événements. En fait, Karim, je pense que tu as vu, depuis 2014, ils se sont assis sur leurs acquis. Moi, je me souviens, pour revenir aussi sur la France, en 2018, quand j'ai passé mon premier diplôme, l'UFAA, je me souviens que nos formateurs revenaient d'Allemagne. Parce que comme ils étaient champions du monde, ils allaient aussi s'inspirer de ce pourquoi ils avaient été champions du monde, sans renier leur formation. C'est-à-dire que moi, je pense que les Allemands ne sont jamais allés en France après 2018, quand l'équipe de France a été champion du monde. Les formateurs français ont été en Allemagne, justement, pour prendre ce qu'ils pouvaient prendre de bon. Parce restructurer. Non, garder leur structure, mais comme ils ont été champions du monde en 2014, ils sont s'inspirer de ce qui est bon et garder leur structure. C'est pour ça qu'en fait, ils arrivent à se renouveler à chaque fois. On va dire... On doit dire donc pas sur ça parce que ça c'est ce que j'expliquais moi un petit peu parce que vu que moi je passe mes formations, mes diplômes en Allemagne, donc je suis dans le cœur du réacteur on va dire et je fais partie des entraîneurs allemands à recevoir en fait les indications, mais ils ont toujours eu conscience en fait de leurs failles et du fait de l'importance d'avoir dans un football maintenant où normalement théoriquement toutes les équipes sont en place tactiquement, qu'il y ait des joueurs qui puissent faire les différences individuelles. Et c'est sur ça aussi où pour eux, la France, en fait, la force de la France, c'est-à-dire qu'elle a toujours su produire des joueurs individuellement, mais elle avait du mal à bâtir une équipe autour. Là, les dernières éditions et les dernières années, c'est ce qu'ils ont fait. Comme tu dis, Khaled, ils sont venus s'inspirer un peu des organisations tactiques un peu dans les autres pays pour prendre ce côté-là. Et l'assembler, en fait, aux individualités qu'elles savaient former. Et là, après, c'est une politique générale qui
qui, en tout cas en Allemagne, est remis en question, qui va évoluer dans les années à venir. Et la France, c'est ce qu'elle fait bien là. Donc voilà, changer de vision, restructurer le football en quelque sorte, et ça doit être le cas pour plusieurs sélections. Ça devrait Pour nous inspirer. Pour nous. Exactement. Parce que nous, on ne s'est inspiré ni Tout de à l'Argentine, fait. ni de l'Allemagne, ni de la France. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on passe au On manque deuxième. d'inspiration. Voilà. Ouais. Allez, on passe au deuxième. Tu voulais ajouter quelque chose, Khaled Brouillab? Non, il a tout dit. Ok. Allez, on passe au deuxième choc Espagne-Belgique. 2 générations dorées pour une seule place dans le dernier carré. On peut l'appeler comme étant un choc des prétendants au titre entre l'Espagne et la Belgique. Un peu moins pour la Belgique, peut-être, Khaled? Mais un peu moins aussi pour l'Espagne par rapport à d'autres. L'Espagne, c'est fort. Vous le pensez? C'est bon, mais c'était pas aussi. En fait, on était habitué à avoir une Espagne tellement dominante que même un bon Espagne nous paraît pas. Son jeu, il est un peu boring, j'ai envie de dire. En fait, ils ont trouvé un équilibre. Comme je dis, ils dominaient que là, ils sont un peu plus pas défensifs, mais ils prennent pas beaucoup de très jeux. défensifs. Voilà. Oui. C'est pour ça que l'Espagne-Belgique prétendant au titre. Non, vous ne pensez pas? Je ne mettrai pas en favori. Après, tout est possible. Par contre, c'est la Belgique qui revient de loin. Et après le dernier match contre les États-Unis, moi, la Belgique, par rapport à ce qu'ils nous ont montré dans les poules, je ne les voyais pas dépasser ni les 16e et ni les 8e. Oui. Donc là, ils sont en quart, ils ont un coup à jouer. Mais non, je ne pense pas que ce soit une des prétendants. On a l'impression que cette équipe belge est en train de monter en puissance, surtout lors de ces matchs à élimination directe. Vous êtes d'accord? Surtout le dernier match. Jamal. Le dernier match, oui, effectivement. Ouais, surtout le dernier match qu'on a vu. Le match préféré de Jamel. Ah oui. Oui. C'était l'équipe de Jamal. Bon, après, quand on voit la maîtrise des Espagnols, elle est extraordinaire. Après, quand on voit l'ascension de cette équipe belge, surtout lors des éliminatoires directs, on voit une autre équipe, surtout lors des changements du coach. Il a mis tous les joueurs, entre parenthèses, stars, sur le banc des remplaçants. De Bruyne, Lukaku, voilà. Donc c'est tous des joueurs essentiels dans leur club. Donc là, tu verras qu'il a donné un autre son neuf à son équipe sur tous les plans, surtout dans les transitions. Et les joueurs vont vite devant, ils sont efficaces. Donc c'est pas donné de marquer 4 buts à une équipe américaine bien organisée et chez elle. Donc il faut faire attention à cette équipe belge aussi. Hein. Moi je la vois mal réitérer le match qu'elle a livré contre les USA. Oui. C'est une autre dimension quand même. Face à une équipe très solide. Très difficile à manier. L'Espagne est très difficile à manier, il faut le dire. Et le match contre Portugal, on est la parfaite illustration. Contre le Portugal, il y a le caractère derby. Les joueurs se connaissent très bien. Ils sont pratiquement tous de la même valeur. Hein. Parce que le Portugal a un effectif exceptionnel. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent, oui. Ils n'y sont pas. C'est vraiment le duel ibérique. Donc, je pense que sur le match contre le Portugal, ça aurait pu se jouer sur un coup de dé. La domination n'a pas été terrible du côté espagnol, mais toujours est-il qu'ils ont quand même maîtrisé le jeu et ils ont bien résisté à la furia des Portugais en fait partie. Ouais. Juste pour rebondir sur la Belgique, je pense que le match contre le Sénégal a été un match fondateur. Parce qu'en perdant 2-0, Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique, avait enlevé les joueurs dont citait Moustapha. C'est-à-dire qu'il a enlevé De Bruyne sur les 20 dernières minutes, il a fait rentrer Lukaku, c'est vrai, mais il a enlevé des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de faire sortir. Et avec ces changements et on va dire cette prise de risque, entre guillemets, il a réussi à inverser. Donc je pense que ça a créé une cohésion au sein de cette équipe belge qu'on a vu après par la suite contre les États-Unis, même si les États-Unis ne sont pas l'Espagne. Si on voit la saison qu'a fait Lukaku dans son club, une saison catastrophique. Oui. Mais là, tu vois que quand il a été sélectionné, il a été d'ailleurs étonné, même, il a déclaré. Il a déclaré, j'ai été étonné le fait d'être présent avec la sélection. C'est pour ça que je pense mondiale. Que le sélectionneur est sur la fibre. Voilà. Sur la fibre mentale. Exactement. Comme si en fait il lui donne une chance et c'est lui qui va lui donner à chaque fois en termes de revanchard. Voilà. Donc maintenant il est à 3 buts. Donc là tu
vois que le côté psychologique a bien joué. Bien sûr. Du Oui, mais coach, pour du le coach belge. pour les footballeurs belges, Lukaku c'est pas n'importe qui. Quand Ouais, même. C'est ça quand même se un joueur qui a marqué de son empreinte le football Le belge. football belge, tout Ah à oui. fait. Allez, on va écouter Karim. Donc, c'était Belgique, Espagne, deux styles différents. Quelle équipe imposera, à votre avis, son identité de jeu dans ce match? Ben, je pense que pour la Belgique, il y a eu un vrai tournant après le match du Sénégal. C'est-à-dire les dernières minutes du Sénégal ont changé un petit peu pas mal de choses en interne et sur la philosophie du coach. Comme tu l'as dit, Khaled, à mettre des joueurs cadres, à oser les mettre sur le banc. Et ça a porté ses fruits face aux États-Unis. L'Espagne, c'est vrai que c'est une équipe qui est un petit peu moins brillante, on va dire, qui brille un petit peu moins. Aussi fait important, hein, c'est à rappeler, c'est que c'est la première fois que l'Espagne va en Coupe du Monde sans aucun joueur du Real de Madrid. Oui. Triste réalité pour les Madridistas. Ouais, je ne sais pas qui est autour de la table, mais... donc voilà, et c'est une équipe qui brille un peu moins, mais qui est quand même efficace. Je veux dire, le premier match, je crois que c'est contre l'Autriche en 16e, 3-0. Une victoire très facile. Et puis, voilà. Et puis après, face au Portugal, 1-0 dans un derby. Mais c'est une équipe, c'est un match, on va dire, où l'Espagne part pour moi un peu plus favori, mais un peu sur le dernier match, la Belgique, c'est vrai qu'elle a posé une domination face à une équipe américaine sur laquelle on voyait beaucoup de... On pensait pas qu'elle allait... Moi, en tout cas, je ne pensais pas que la Belgique allait les dominer au vu du début de la compétition. Et puis Khaled, la solidité défensive de la Roja est-elle son principal atout? De l'Espagne? Oui. Oui, ben justement, c'est ça qui la différence entre ce qu'on avait l'habitude de voir. Aujourd'hui, on a une équipe, c'est pas une équipe défensive, mais qui fait attention à l'aspect défensif. Quand à l'époque, elle défendait en avançant, aujourd'hui, elle a un bon équilibre. C'est pour ça qu'elle n'est pas flamboyante, mais par contre, elle est très, très efficace. Il vient de le citer, elles ne prennent pas de but ni contre le Portugal, ni contre l'Autriche. L'Autriche, ils gagnent 3-0, mais c'était maîtrisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont maîtrisé le match du début à la fin. Alors, on a vu des Autrichiens qui étaient combatifs, agressifs, mais inoffensifs. Donc non, l'Espagne, il va falloir compter dessus, mais de là à être un favori, j'y crois pas trop. Qui part favori? Khaled, Jamal? C'est l'équipe qui n'a pas encore encaissé de but. Hein. Ah oui? Zéro but encaissé. Oui, je crois. Oui. Qui part favori? La Belgique et l'Espagne? Oui, l'Espagne, moi, de loin. L'Espagne? Moi aussi. Même chose? Moi aussi. Légèrement favori. Allez. La tortilla va remporter sur les frites. Et puis les deux équipes, je pense, qui possède le meilleur banc à votre avis? L'Espagne ou la Belgique? Non, l'Espagne. Là-dessus, c'est l'Espagne. Non, l'Espagne. Puis il y a une philosophie, il y a une vraie philosophie, c'est-à-dire que même ceux qui rentrent, ils adhèrent. Tu ne sens pas les changements. Quelques individualités aussi. Mais oui, ils ont vraiment une identité, les Espagnols. Un peu moins, mais ils la gardent quand même. Malgré qu'on ne voit pas le grand Yamal, mais toujours utile, on parle d'équilibre, surtout les compartiments. Une équipe vraiment équilibrée, surtout que Barcy derrière, et leur gardien de but qui fait de grandes prestations. En plus de la baraka qu'il a. Voilà, donc je dirais peut-être qu'en point de vue jeu, qualité de jeu, je pense que l'Espagne est supérieure. Et puis la question qui se pose, peut-elle enfin renouer avec un titre mondial après son seul titre en 2010? Automatiquement, si elle passe demain, elle sera en demi. Elle sera un sérieux prétendant. Donc elle va y croire, elle a raison d'y croire. Mais malgré tout, je ne pense pas qu'elle soit favori au titre. Est-ce qu'elle a l'allure ou l'aura d'un champion, Karim, à votre avis? On va affronter le vainqueur du match France, je pense. France Maroc, contre l'Espagne. Oui. Karim, vous êtes là? Je ne la vois pas aller jusqu'au bout. Oui, je suis là. Je suis toujours là. Vous écoutez très attentivement. Je ne les vois pas aller jusqu'au bout. Dans le foot, on ne sait jamais. Mais face à une équipe comme la France, si c'est au prochain tour qui tombe contre eux, et que la France passe aussi... ça va être compliqué. Allez, place à... Aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un battre la France. En fait, sur les confrontations directes, les Espagnols, ils dominent dernièrement les Français. Donc c'est pour ça, si c'est ce match-là, bon après on n'en est pas encore là, mais si c'est ce match-là, je ne pense pas que ça sera une domination nette et sans bavure. Elle va être très équilibrée. Une demi-finale France-Espagne, ça va être très équilibré, très équilibré. Avec un petit avantage pour les Français peut-être? Pour les Français, mais de toute façon, l'Espagne n'a pratiquement jamais réussi aux Français.
Historiquement déjà, hein. C'est surtout les dernières années. C'est pas facile de se débarrasser d'une équipe espagnole. Même lorsqu'ils étaient au creux de la vague, ça a tout le temps été compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a un des derniers éléments, pour terminer sur l'Espagne, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu un grand Yamal. Alors, s'il se met à jouer... Et c'était l'un des joueurs les plus attendus de ce tournoi. Absolument. Ça va donner un autre visage. Pourquoi ça bloque à votre avis Malgré la petite forme de Yamal, mais on voit toujours l'Espagne. C'est pour ça. Voilà. Pour ça. Donc si Yamal explose, ben je pourrais dire que l'Espagne est très loin dans cette compétition. Très bien, allez, place maintenant à une opposition de style entre la révélation du tournoi, la Norvège, et l'une des nations les plus attendues, l'Angleterre, mais on va en parler après la pub. Allez, place maintenant à une opposition de style entre l'Angleterre et la Norvège, cette équipe, cette belle surprise de ce mondial avec leur viking, exactement. Je parlais de ça justement sur le terrain, donc la Norvège. On sent qu'il y a un groupe. Oui. Avec pas beaucoup d'individualité, mais un vrai groupe. Et on sent qu'il y a une communion aussi entre leur équipe et leurs supporters. Donc en fait, il y a tous les ingrédients pour qu'ils aillent le plus loin possible. Maintenant, ils jouent contre une équipe anglaise qui ronronnait lors de ses matchs de poule, mais qui a fait un gros match contre le pays organisateur de la Mexique. Donc au même titre que la Belgique, je pense que c'est un match fondateur. Donc ouais, ça va être un match dans le match. Compliqué de donner un favori, mais j'aimerais bien voir la Norvège passer. Ok, donc c'est la Norvège qui a fait tomber le Brésil. Oui. Peut-elle faire la même chose ou refaire la même chose avec l'Angleterre? Je ne pense pas que la Norvège ait cette capacité, malgré ce qu'elle a réussi à faire dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'à part Haaland, il n'y a pas de grande individualité. Et si Haaland est maîtrisé, je pense que la Norvège ne sera pas capable de battre l'Angleterre. Par contre, les Anglais sont beaucoup plus... Parce que vous avez un Kane qui ne veut pas vieillir, un Bellingham et d'autres joueurs. Je pense qu'ils ont les moyens d'être dans le dernier carré. Et pourquoi pas jouer même une finale de Coupe du Monde. Allez. Parce qu'ils sont imprévisibles. Oui. Entre un match et un autre, vous avez deux visages de... Oui, un changement de dimension. Ils ont pris 4 buts contre la France, les Norvégiens, malgré que le coach... non, il y avait 8, oui. Le coach, il a changé, oui. Il a changé pratiquement toute... Ils n'ont pas la même profondeur de banc que les Français. Voilà. Il a pratiquement changé toute l'équipe. Donc, si on voit la Norvège, avec la progression qu'elle a eue après cette défaite, on verra que c'est une équipe... très solide derrière un très bon gardien de but qui a de l'expérience. Mais aussi, il y a un joueur de 22 ans de Benfica, je ne me rappelle pas son nom, il est un petit peu compliqué. Donc, quand même, il a participé à ses buts, il a 3 passes, allant 7 buts. Donc là, c'est une équipe très très solide, surtout au milieu de terrain. Là où il y a Odegaard aussi, très bon joueur, un joueur qui joue le championnat anglais avec Haaland. Donc, ça va très compliqué avec une équipe anglaise en nette progression, très solide au milieu de terrain, aussi en attaque. Et puis Karim, une équipe en face, l'Angleterre, une équipe solide, brillante, avec une touche allemande de Monsieur Torrel qui semble trouver la bonne formule jusqu'ici. Ce qui est fou quand même de se dire que l'Angleterre a un sélectionneur allemand. Exactement, on aura tout vu. C'est que les formations en Allemagne, elles doivent être bonnes. Il a eu de bons résultats quand même avec Chelsea. Oui. Ah, oui. C'est pour ça qu'il a été adopté. Ah, puis il travaille.
Karim, que dire sur cette Angleterre version Tourelle? Oui, il y a une rigueur dans le jeu, il y a une rigueur dans le jeu collectif. Après, elle n'a pas non plus l'Angleterre des grosses individualités comme on parle depuis le début, comme la France. Elle joue en équipe, elle est costaud. La Norvège aussi. La Norvège a Haaland qui attire aussi tout le regard, mais c'est une bonne équipe avec des joueurs qui jouent tous dans des clubs plus que respectables. Donc, c'est un match vraiment équilibré. C'est un bon match qui est équilibré. Peut-être que l'Angleterre, au vu de l'effectif d'une manière générale, qui joue tous en Angleterre dans des bons clubs, ils sont peut-être un peu plus favoris en termes d'expérience et jouer ce genre de match-là face à la Norvège qui est pour la première fois de son existence à ce niveau de la compétition. Donc, comme on parlait hier de la gestion des émotions, n'est-ce pas, Khaled? Et puis, ce sera, ils se sont rencontrés très rarement. Très rarement, oui. En confrontation directe. Beaucoup plus en féminine qu'en masculin. C'est vrai, hein, et quand on voit, parce qu'en fait, c'est un peu aussi quand on compare le Mexique, si on reparle du match Mexique-Angleterre, dont on avait un peu fait en amont, c'est un peu la même constellation, c'est-à-dire qu'on pensait que le Mexique, à domicile, à 2200 mètres d'altitude, allait mettre vraiment en difficulté l'Angleterre, et là, l'Angleterre a su plus que faire le travail. Donc là, la Norvège aussi, est-ce que c'est là un peu dans le même schéma d'analyse en disant on pense que en tout cas l'Angleterre, pour moi l'Angleterre, elle normalement, au vu de ce qu'elle a fait face au Mexique, elle devrait passer au-delà de la Norvège. Et puis il y a un autre duel, Haaland-Harry Kane, qui fera peut-être la différence lors de ce match. L'avantage de la distance. Oui, l'avantage d'Haaland déjà, c'est qu'il joue tous les week-ends en Angleterre. Exactement, ils se connaissent très bien. Anglais, ils le connaissent et lui il les connaît aussi. Même Odegaard. Oui, Arsenal. Arsenal, oui. Mais il y a un joueur, moi, que je trouve qui est sous-coté, c'est Harry Kane. Harry Kane, oui. Alors que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il est toujours 50 buts, mais même dans le jeu, sa participation. En fait, c'est un numéro 9 qui est capable d'être numéro 10, c'est vraiment un vrai joueur, lui. Un super joueur, même. Donc, oui, un duel dans le duel, mais je trouve que moi, ces deux équipes, elles sont équilibrées. Hein. Malgré que les Anglais, bien sûr, en termes d'expérience, ils ont peut-être plus d'expérience, étant donné que les Norvégiens, c'est leur première participation. Et c'est la première fois qu'ils arrivent à ce stade. Mais ça va être un match équilibré. Hein. Moi, je pense que demain va être compliqué pour les deux. Et j'aimerais bien voir la Norvège. Je reste sur la Norvège, moi. Très bien. Et puis, il y a le dernier quart de finale. On est d'accord. Argentine-Suisse. Donc, l'Argentine qui reste peut-être le favori, malgré des matchs compliqués dernièrement. Et s'il joue à 12 contre 11. Exactement. On va se prononcer sur deux équipes qui nous ont battus. Malheureusement, il faut voir la réalité en face. Je pense que l'Argentine est largement tous les deux perdre. Largement supérieure à l'équipe suisse. Parce que même hier, même si elle a arraché sa qualification, c'est vrai qu'il y a un bloc assez cohérent, assez solide en défense et au milieu du terrain. Mais ils n'ont pas d'individualité qui peuvent faire la différence. Ce qui n'est pas le cas de l'Argentine. On a vu ce qui s'est passé pour la malheureuse équipe égyptienne. Et puis on a l'impression, Mustapha, que l'Argentine c'est plutôt gagner que convaincre dans ce tournoi. Le plus important dans ces tournois, c'est de gagner. Hein. On peut faire les deux. Hein. Oui, aligner les deux, c'est extraordinaire. Mais quand on voit l'Argentine à chaque fois, quand elle est menée, là, tu sentiras que c'est une équipe qui a du caractère, qui a de l'expérience, qui a de la qualité individuelle et collective. Donc, lors du dernier match, perdre 2-0, et revient au score. Ensuite, il marque. Avec la bénédiction de exactement. C'est entre parenthèses, il marque le troisième but. Donc, tu sauras que c'est une équipe très expérimentée avec un Messi, bien sûr, avec le nombre de buts, les passes. Donc, pour moi, on a déjà parlé de cette équipe dès le premier match. Enfin, je dirais qu'on a dit que c'est une équipe qui est très loin, vu son expérience, une équipe qui est 19 joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc la stabilité, aussi la rigueur tactique du coach. Donc je pense que ça va être très difficile.
avec une équipe aussi suisse, bien organisée, très disciplinée, qui joue très bien les transitions. Donc ils vont jouer leur chance à fond et on verra. Khaled, l'expérience et le réalisme du champion en titre face au piège suisse, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça va être un vrai piège. Après, il va falloir, c'est un match, comme on dit, non, je ne pense pas. Parce que malgré les victoires de l'Argentine, avec l'effectif, avec un Messi, ils ont montré quelques failles. Donc, défensivement, absolument. Donc, ils gagnent. Mais ils ont montré quelques failles. Malheureusement, la Suisse, ils n'ont pas les talents offensifs. Ils ont un bon groupe, ils ont une belle petite équipe. Mais je ne pense pas que ça va passer contre l'Argentine. Après, sur un match, tout est possible. Mais j'y crois pas trop. Et puis, Karim, ce quart de finale sera-t-il l'un des quarts les plus tactiques, à votre avis, entre ces deux nations? Tactique, non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, ce sera pas le plus tactique. L'Argentine est largement favorite et puis je pense passer, aller au-delà parce que la Suisse, même si elle est en place tactiquement, ils ont le droit de rêver, mais je pense que l'Argentine a quand même les moyens de faire la différence face à eux. Étant donné qu'on les avait bien analysés, je vois pas comment la Suisse peut poser des problèmes à l'Argentine. Après, c'était possible dans un match, mais on va dire s'il le joue 100 fois le match, 90 fois, c'est l'Argentine qui le gagne. Ok, on va revoir. Il y avait un autre sujet. Oui, il y avait aussi un autre point. C'est par rapport à la question qui était posée à Jamel, en disant oui, le plus important de toute façon, c'est le résultat. Parce que pour des équipes comme l'Argentine, si je vous pose la question, en 2022 à la Coupe du Monde au Qatar, contre qui ils ont joué en 8e de finale, vous vous souvenez? Ou en quart? Il y a eu les Pays-Bas à un moment, mais je ne sais plus c'est à quel moment. Ouais, les Pays-Bas, c'était en quart, et en 8e, c'était l'Australie. Donc en gros, nous, ce qu'on va se souvenir, c'est la finale contre la France. Et ce genre de nation-là, en fait, c'est ça qui va compter. C'est ces matchs-là où il faudra demi-finale, finale. Mais on a l'impression que le parcours des Argentins était un peu plus facile, on va dire. Le chemin vers les matchs couperés de l'Argentine était un peu plus facile que d'autres. Je pense que lorsqu'ils ont procédé au tirage au sort, je pense qu'il y a eu quand même une voie royale pour le côté B, si vous voulez. C'est-à-dire pour l'Argentine, il y avait vraiment une voie royale, honnêtement. À part le Brésil, qu'on attendait comme une grosse nation. La Norvège, on ne l'attendait pas du tout. L'Angleterre, mais pour les autres équipes, Colombie, Uruguay, etc., c'était du béni pour les Argentins qui connaissent tout le monde. Par contre, de l'autre côté, oui. Côté, c'est des équipes beaucoup plus solides quand même. Ils ont trouvé beaucoup de difficultés contre le Cap-Vert, attention. Et pourtant, oui, contre le Cap-Vert. Beaucoup même. Contre le Cap-Vert, je pense que ça a été pour eux, ils ont dû prendre le match un peu à la légère. Un excès de confiance en plus, sinon parce que lorsqu'ils réagissent, ça marque des buts, ça marque. Et c'était des Cap-Verdiens sans complexe. Ah, ils ont joué sans complexe. Même contre l'Égypte. Exactement. Attention. Ok, on va revoir, mes chers messieurs, le tableau des quarts de finale. Et à votre avis, quel serait le tableau des demi? Allez, je commence avec Jamel. Alors, à votre avis, qui composera le tableau, les quatre... France-Maroc. Allez, entre France-Maroc. France. Espagne-Belgique. Espagne. Donc France-Espagne. Et deuxième demi-finale? Angleterre-Argentine. Mustapha? France, Espagne, Angleterre, Argentine. Khaled? Moi, pareil, sauf Norvège-Argentine. Norvège-Argentine. Ok. Reste dessus. Et Karim? Il aime bien challenger. Moi, je dirais plus l'Angleterre. Il a un problème avec l'Angleterre. Problème avec personne. Très bien. Eh bien, allez, on va parler un petit peu des buteurs de ce mondial qui étaient au rendez-vous. Hein. Lionel Messi, toujours meilleur buteur avec 8 buts. Oui. Et est-ce qu'il réalise... La Pulga est toujours là. À 39 ans, il continue toujours de faire la différence dans les grands rendez-vous. Moi, je me dis comment que ça se fait que ce bonhomme, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas possible. Oui.
Malheureusement, on peut pas comment il l'arrêter. fait pour que les défenseurs ne puissent pas arrêter toutes ces... Pourtant, ils savent de quel côté il va Oui, partir. c'est ça le drame. Honnêtement, je me Justement. pose des questions, je me dis, c'est pas vrai ça. Il n'y a pas de plan anti-Messi? Il doit bien l'avoir. Il n'y a pas. Au-delà du joueur qu'il est, je pense que c'est l'un des meilleurs dans la gestion du match. C'est-à-dire ça. qu'en fait, il marche tellement, il se balade. Il réfléchit avant. Et à chaque fois, au bon moment, il arrive à accélérer, il perd pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'à 30 pour scanner. Ouais, c'est pour ça qu'à 39 ans, il est toujours, parce que j'imagine que si on fait une accumulation de tout ce qu'il a couru dans sa carrière, c'est peut-être celui qui a couru le moins. Il a couru le moins, mais qui a réalisé. Mais par contre, qui à chaque fois qu'il a changé de rythme, a fait mal à tout le monde. A fait mal à tout le monde. Non, c'est pas un type normal. Honnêtement, c'est pas un footballeur Il a marqué normal. l'histoire du foot. Hein. Et il continue de le faire. S'il a marqué les 2 pénaltys ratés, il serait à des buts. Et c'est immense comme stat. Hein. Oui. Et puis, il est le meilleur buteur de tout, de l'histoire de la Coupe du Monde avec 21 buts. Et puis, il y a Kylian Mbappé, 19, Miroslav Klose, Ronaldo et Harry Kane. Mbappé va le battre par la suite parce qu'il Il peut le battre par la suite, parce Il qu'il est reste jeune. encore assez jeune. Oui. Il a encore 3 ou 4 Coupes du Monde à disputer. Donc il pourra facilement battre le record de Messi. Surtout avec les Coupes du Monde à 48. S'il est épargné par les blessures, naturellement, une fin de carrière prématurée. Mais sinon, il va les battre. Parce que lui aussi, c'est pas un joueur normal. Il est insaisissable, le bonhomme. Et puis, toutes les stars offensives ont répondu présent. Karim, Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Vinicius, Dembélé. Donc, on a l'impression qu'ils étaient tous... c'est une Coupe du Monde prolifique, c'est ça? Oui, c'est ça. Prolifique, voilà. Prolifique, c'est ça le mot. Ils se sont donné rendez-vous pour Exactement. montrer de quoi ils sont capables. Ils sont capables. Peut-être que la déception, c'est Yamal. Oui. Ah, ça n'a jamais été un vrai buteur, quoi. Oui, mais quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est là. S'il ne marque pas, il fait marquer. Oui. Voilà. Mais, Karim, vous êtes d'accord? C'est le mondial des stars offensives. Oui, en tout cas, elles se sont toutes préparées pour cette Coupe du Monde et puis ça se voit, quoi. Elles sont là, elles sont préparées. Tous les joueurs sont affûtés. Malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des petits relâchements, à part ceux qui ont joué les finales de Ligue des Champions, qui ne pouvaient pas se relâcher, ou les finales européennes, les finales. Mais après, tous les autres, tous ceux qui ont pu, Mbappé, il y avait ce sujet-là quand il était au Real de Madrid à la fin de saison. Quand il a commencé à lever le pied, ça a créé un peu scandale. Mais lui, il avait en tête cette Coupe du Monde et toutes ces stats qu'il est en train de mettre là. Et puis, il y a une autre petite info. Au moins 15 sélectionneurs ont quitté leur fonction, soit par démission, soit après un licenciement. C'est un chiffre impressionnant. Pourquoi cette Coupe du Monde a-t-elle entraîné autant de changements? Parce que pour la simple et bonne raison que les gens investissent dans une compétition comme la Coupe du Monde. Et s'il y a eu des changements, c'est parce que soit c'est une fin de mission, soit c'est des objectifs non atteints. Et dans ce cas-là, je pense que c'est une suite logique. Quel départ vous a le plus surpris, on va dire? Le départ qui vous a le plus surpris? Le Petkovic. Parce que, pourquoi il m'a surpris? Il va nous manquer. Pourquoi il m'a surpris? Parce qu'on lui a renouvelé son contrat. Et il me surprend comme ça? Pas possible. C'est un peu plus sérieux, sera déjà. Oui, quel est le départ qui vous a le plus surpris? Moi, je suis très sérieux. Oui, je sais. Départ de plus de... Voilà. Parce que les entraîneurs à qui on renouvelle avant une compétition comme la Coupe du Monde, vous pensez qu'ils quittent là-bas? Lorsque leurs objectifs ont été, entre guillemets, atteints? Soyons sérieux. Khaled. Oui, pour revenir à ta question, Khadija. Oui. On ne peut pas être champion du monde toutes les sélections à 48. Hein. Oui. Non, mais par contre, sur 48, tu as dit 15. Exactement. Donc c'est un tiers, à peu près. C'est un tiers. Ça va. Voilà. Après, il y a les bilans qui se font entre bureau, président et entraîneur. Il y a des bilans qui se font par le résultat. Ouais. Donc moi, ça ne me surprend pas que des entraîneurs ont été remerciés ou ont quitté, comme a dit Jamel, parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Ça se fait dans tous les grands tournois. Il y a des coachs qui ont démissionné juste après leur élimination. Ils savaient que... Direct. Ils savaient que ça allait... S'ils ne démissionnaient pas, ils savaient qu'ils allaient partir. allait tomber. Voilà. Ah, oui. Et c'était quoi, selon vous, le départ qui vous semblait justifié? Je peux répondre à votre place? Non, je vais pas regarder Jamel. Jamel, le départ justifié? Non, à part celui de Jamel, il y a eu un autre coach, celui du Portugal,
Oui, J'ai envie de dire qu'il avait, il y avait beaucoup de problèmes, déjà. qu'il avait ruiné une belle génération du Portugal, sincèrement. En fait, Après l'avoir fait avec la Belgique. Martinez. Martinez, ouais. Mais le pire, c'est que c'était prévisible, d'après ce qu'on dit, d'après ce qu'on entend, pardon. Donc c'est pour ça que moi, ça me surprend quand apparemment il n'y avait pas de bonne relation ou une incompréhension entre les joueurs et l'entraîneur. Ça me surprend qu'on attende d'aller au tournoi pour pouvoir faire un bilan, alors que je pense que par la communication avec les personnes qu'il faut, on peut régler le problème bien avant. Parce qu'à la fin, c'est tout le Portugal qui perd. Je pense que le Portugal, l'entraîneur a eu des difficultés pour gérer tout ce collectif. C'est vrai que c'est un vrai collectif. Beaucoup d'individualités de marque, des antagonismes. C'est très difficile, surtout lorsqu'il est venu. Lui-même, il a déclaré. Il avait dit que lorsque je suis venu au Portugal, on m'a dit que Cristiano Ronaldo devrait être titulaire. Donc sur cette base-là, il ne pouvait pas changer grand-chose. Il y a aussi des petites mesquineries, entre guillemets, entre Fernandez et oui, Cristiano. après ça, c'est la gestion des égos, c'est normal. Des égos, voilà, c'est ça. Dans les grandes Donc, nations. c'est difficile à gérer tout ça, attention. On va écouter Karim. Karim, c'était l'heure des comptes pour quelques sélectionneurs. Un commentaire là-dessus? Plutôt des règlements de compte, oui. Non, mais par rapport à ce que Jamel a dit, je veux dire, Petkovic, il est toujours sélectionneur aujourd'hui, Jamel. Jusqu'à preuve du contraire. Qu'avez-vous à dire, Jamel? Et ça tombe bien, c'est la fin de l'émission, messieurs. Merci, Karim Othman. On se voit demain, Inch'Allah. Même heure, même chaîne. Merci, messieurs. Merci. Mustafa, merci Jamel. C'était rapide, c'était agréable. Merci Khaled. Bonne soirée Jamel, tu m'as fait rire aujourd'hui. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. À demain. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. عدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!